Salut à tous, c'est Mash et bienvenue dans Je Théorise. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Comme vous avez pu le voir, c'est un hors-série, donc pas de théorie sur les jeux vidéo aujourd'hui. On va plutôt parler d'un truc bien viril, les histoires de Disney. Et en plus, ce coup-ci, cette princesse qu'on va parler. Bon, logiquement, là c'est le moment où je casse une intro. Seul bémol, l'intro que j'avais écrite parlait du Roi Lion. Et comme je mets 1000 ans à écrire mes épisodes, entre deux, Didi Chanduduy a sorti un 5 théories sur le Roi Lion. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur ce lien qui ouvrira une nouvelle fenêtre vers sa vidéo. Mais soyez sympa et finissez d'abord ma vidéo avant d'aller voir la sienne. Parce que bon, voilà, c'est pas comme si après avoir vu la sienne, la mienne vous paraîtra insipide, mais c'est tout comme. Enfin bon, reprenons. Mon intro étant foutu par terre et n'ayant plus le temps d'en écrire une nouvelle, étant donné qu'à l'heure actuelle j'ai presque 2 mois de retard sur la sortie de l'épisode, du coup on va passer directement au vif du sujet avec notre première histoire qui est celle de La Belle au Bois dormant. Beaucoup de personnes connaissent l'histoire de La Belle au Bois dormant uniquement grâce au Disney et à leur fabuleux talent en ce qui concerne la réécriture méga soft des histoires. La version Disney commence avec la naissance d'Aurore. Alors qu'elle est encore dans son berceau, 3 bonnes fées viennent à elle pour lui offrir chacun un don. D'abord Flora qui lui offrit le don de la beauté. Genre la beauté c'est un don. Enfin. Ensuite on a Pâquerette qui lui offre une belle voix. Et alors que Pimprenel s'apprêtait à lui offrir son don, qui à mon avis était censé être le don de la bonne odeur ou une connerie dans le genre vu les 2 premiers, Maléfique, qui est censée être la méchante du film, fait son apparition en disant qu'elle se sent vexée de ne pas avoir eu d'invitation. Mais on reviendra sur ce passage un peu plus en profondeur dans quelques instants. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est que suite à son arrivée, elle lança sur Aurore une malédiction disant qu'à l'aube de ses 16 ans, elle se piquerait le doigt sur la pointe d'une quenouille et en mourra. As-tu vu les quenouilles? Pimprenel décide alors d'alléger la malédiction comme elle peut en la reformulant et en disant qu'elle se piquerait bel et bien le doigt sur une quenouille à l'aube de ses 16 ans, mais qu'elle n'en mourra pas. As-tu vu cette quenouille? Et qu'elle tombera à la place dans un sommeil de 100 ans duquel elle serait réveillée par le baiser d'un prince. Quant au reste de l'histoire, le roi, décidément pas très intelligent, décida de faire brûler toutes les quenouilles et fuseaux du royaume. C'est les quenouilles! Parce qu'après tout, c'est vrai qu'à grands coups de torche dans la gueule, on peut briser toutes les malédictions. L'histoire nous l'a bien prouvé avec toutes ces pseudo-sorcières qui ont été brûlées. Maintenant que vous avez de nouveau bien l'histoire en tête, et avant de vous présenter l'histoire originelle, j'aimerais prendre 2 minutes pour vous demander selon vous qui est le vrai méchant de l'histoire selon Disney. Traitez-moi de con qui comprend tout à l'envers si vous le voulez, mais selon moi, Maléfique, c'est pas une méchante à proprement parler. À aucun moment elle a voulu la mort d'Aurore. Et pour ma part, le personnage de ce dessin animé qui mérite le plus de baffes, c'est Pimprenel. Laissez-moi vous expliquer mon point de vue. Au début de l'histoire, alors que Maléfique arrive pendant que les fées offrent leur don à Aurore, elle dit juste qu'elle se sentait vexée de pas avoir été invitée, et qu'elle présumait un oubli. À ce moment-là, la connasse en jupette ramène sa gueule en mode « Votre présence n'était pas désirée !» Putain, mais sérieusement, t'as une véritable sorcière en face de toi, tu fermes ta gueule. Surtout quand elle a des pouvoirs vachement supérieurs aux tiens. Même elles le disent lorsqu'elles annoncent qu'elles peuvent pas conjurer la malédiction. Donc tu te tais, tu ravales ta fierté et tu t'excuses en disant que l'invitation a dû se perdre et en l'invitant du coup à se joindre à la cérémonie. En plus, elle aurait clairement pu faire un vrai don à la princesse, genre la capacité de voler ou celle de la régénération, ou même la rendre capable de tirer des lasers avec ses yeux, putain. Mais au moins un truc digne de magie. Ensuite, un peu plus tard dans le film, il y a la scène où Philippe s'échappe du donjon. Maléfique dit que pour la première fois depuis 16 ans, elle va enfin bien dormir. Certainement parce qu'elle sait que sa malédiction va se terminer, et non pas parce qu'Aurore va mourir. La preuve, lorsque Philippe s'échappe du donjon, elle bouge pas d'un poil. Sauf que bien sûr, encore une fois, Super Connasse ramène le bout de son nez et décide de poursuivre et de buter le corbac. Tu m'étonnes qu'après ça elle s'énerve et se transforme en dragon. On vient quand même de tuer son seul ami, faut pas déconner. Enfin, tout ça pour dire que celle à gifler dans l'histoire, c'est Pimprenel. Bien, passons maintenant à la véritable histoire de La Belle au Bois dormant. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 2 versions de cette histoire qui nous intéressent. La première, de Charles Perrault, nous raconte une histoire sensiblement identique à celle de Disney. Mais ça commence à devenir plus comique lorsqu'on apprend que le prince qui est venu réveiller la princesse, qui pour le coup ne porte pas de nom dans cette histoire, est en fait le fils d'une ogresse. Et comme c'est un gentil fils, lorsqu'il partit en guerre, il laissa sa femme et ses 2 enfants qu'il avait eus avec la princesse au bon soin de sa mère, qui s'empressa de partir avec eux dans une petite maison de campagne pour les manger. Heureusement, même si c'est une ogresse, c'est quand même une reine, et donc elle va pas faire la cuisine toute seule. Elle demande donc à son maître d'hôtel de lui cuisiner les enfants. Il les remplaça par un agneau et un chevreau et les cacha ensuite. La reine demanda à son maître d'hôtel de lui préparer la princesse. Il partit donc dans la chambre de la princesse et lui expliqua les ordres qu'il avait reçus. Comme elle croyait que ses enfants étaient morts, elle accepta de se laisser mourir. Mais bon, comme le maître d'hôtel c'est un gentil lui, il lui dit que ses enfants étaient encore vivants, qu'ils étaient chez lui, et remplaça le dîner de la reine par une biche, et cacha la princesse avec ses enfants. Le hic, c'est que les gosses ça fait du bruit, et du coup l'ogresse finit par entendre les pleurs et les cris des enfants qui étaient cachés dans le château, et commanda dès le lendemain une cuve remplie de crapauds, de vipères, de couleuvres et de plein de saloperies pour y jeter la princesse et les enfants, ainsi que le maître d'hôtel et sa femme.
Mais comme on est dans une histoire qui est certes plus hardcore que celle de Disney, mais qui reste quand même une histoire pour enfants, le prince arrive juste à temps, et la mère pète un plomb et jette dans la cuve elle-même. La seconde version, quant à elle, est plus connue que la précédente et vachement moins prévue pour les enfants. Encore une fois, l'histoire commence sensiblement de la même manière. Sauf qu'une fois que le prince arrive devant la princesse, il décide de prendre du bon temps et de la violer plutôt que de l'embrasser. Après avoir tiré son coup, il se casse et se marie avec une autre femme. La princesse, quant à elle, tombe enceinte de 2 enfants. Et c'est l'un d'entre eux qui, à sa naissance, confond le doigt de sa mère avec son sein, et qui lui aspire le poison du doigt au lieu de se nourrir. Le prince apprend par après que la princesse s'est réveillée, mais comme il est marié avec une autre, il décide de ne rien dire. Simplement, pendant la nuit, il se met à crier son nom et celui de ses enfants. Ce qui a eu pour effet de pas mal taper sur le système de sa femme, qui décida de retrouver les enfants du prince, de les cuisiner et de lui faire manger. Tout de suite, ça a plus la même gueule, hein. Maintenant qu'on en a fini avec la blonde qui dort, passons à la brune et sa bête à poil. Je parle de la Belle et la Bête, hein. Je fais pas du tout une blague de beauf. C'est pas mon genre. Moi je suis grand et mature, mes blagues sont plus complexes. Oh mon dieu, un castor ninja! L'effet de surprise a effacé toute votre mémoire de ce moment gênant. Et on va pouvoir continuer l'épisode normalement. Bon, comme je vous le disais, ici on va parler de la Belle et la Bête. Tout d'abord, si vous ne connaissez pas l'histoire originale, elle est aussi différente de la version Disney, bien que moins hardcore que celle de la Belle au bois dormant. Pour commencer, Belle n'est pas une fille unique, mais elle a 2 sœurs qui sont très superficielles et ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Un peu comme les sœurs de Cendrillon. Et en ce qui concerne le père de Belle, il ne s'agit pas d'un inventeur fou, mais d'un riche marchand. Alors qu'un jour il partit livrer ses marchandises, il demanda à ses filles si elles souhaitaient des cadeaux. Les 2 sœurs de Belle demandèrent plein de cadeaux, alors que Belle, elle, ne demanda rien de plus qu'une rose. Le père se perdit un peu plus tard dans la forêt et tomba sur un château vide dans lequel il se réchauffa, mangea et dormit. Et le lendemain, lorsqu'il décida de partir, il cueillit une rose dans le jardin du château. Une bête apparut alors devant lui, lui disant que cela ne se faisait pas de lui voler une de ses roses alors qu'il avait offert à manger, ainsi qu'un toit. Il lui dit donc que pour se faire pardonner, il devait mourir. Le père expliqua alors qu'il ne voulait pas mourir car il avait 3 filles. La bête accepta donc de le laisser en vie en échange d'une de ses filles. Le marchand rentra chez lui. Belle décida de prendre la place de son père. Puis la bête la dragua plus ou moins comme dans le Disney. Parce que c'est bien connu que pour trouver une copine, il faut lui faire développer un syndrome de Stockholm. C'est certainement la meilleure technique de drague. Au bout d'un certain moment à vivre dans le château, Belle demanda de retourner voir son père. La bête accepta mais lui demanda de revenir avant 8 jours, et que lorsqu'elle déciderait qu'elle voudrait rentrer, elle n'aurait qu'à déposer sa bague sur la table de nuit. Belle rentra donc voir son père, ses sœurs lui volèrent sa bague pour l'empêcher de rentrer dans les 8 jours, et Belle dut donc rentrer au château par ses propres moyens et arriva après les 8 jours d'attente maximum demandés par la bête, qui était donc en train de mourir de tristesse. Belle lui avoua alors son amour, ce qui fit que la bête se transforma en prince. Il lui expliqua qu'une sorcière lui avait lancé un sort et que pour le briser, il fallait que quelqu'un l'aime malgré son physique enlaidi et son esprit limité par le maléfice. La sorcière apparut quant à elle avec le père de Belle et ses 2 sœurs. Elle dit à Belle que son cœur était pur, mais que celui de ses 2 sœurs ne l'était pas, et transforma les 2 sœurs de Belle en pierre, mais les laissa conscientes pour qu'elles puissent voir le bonheur de Belle sans pouvoir le vivre. Elle les transforma en pierre, conscientes, et les obligea à regarder le bonheur de leur sœur sans pouvoir le vivre. En pierre consciente, putain. Ok, c'est pas aussi hardcore que la Belle au bois dormant, mais quand même, faut pas déconner. C'est quand même autre chose que le Disney. Enfin, soit. Si je vous parle de la Belle et la Bête, c'est surtout pour vous parler de la version Disney. Et même si la sorcière de l'histoire originale est une connasse de première, celle du Disney pas mal non plus. Parce que si vous ne vous en souvenez plus, dans le Disney, si la bête est transformée, c'est parce que, alors que c'est encore un prince, il refuse l'hospitalité à une vieille dame parce qu'elle est moche. Alors ok, je suis d'accord sur le fait que ça fait vraiment de lui un connard. Je peux même comprendre qu'il se fasse transformer. Mais sérieusement, la centaine de domestiques, ils y sont pourquoi eux dans le fait que leur prince est un con? Bah ils y sont pour rien, du coup ils devraient pas se faire transformer en théière, en balai, en bougie ou en horloge. Mais bon, ça c'est pas le pire dans la version Disney. Le pire selon moi c'est ce qui arrive à Gaston. Alors ok, les choses ont changé à l'heure actuelle, et quelqu'un comme Gaston ne serait rien de plus qu'un beauf macho. Mais à l'époque, il représente quand même l'homme parfait. C'est lui le plus grand, c'est lui le plus beau, c'est lui le plus débrouillard du village, et c'est clairement le mari idéal pour l'époque. Ça m'étonnerait qu'à ce temps-là, les femmes choisissaient leur mari pour leur gentillesse ou pour leur sensibilité. Je pense plutôt qu'elles cherchaient quelqu'un pour les protéger, et dans ce rôle-là, Gaston est la meilleure personne. Donc il ne devrait pas se faire remballer ainsi par Belle, et puis même si elle était en avance sur son temps, et que malgré ces qualités-là, Gaston ne lui plaisait pas, c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est qu'à la fin, la bête tue Gaston. Et Gaston, bah c'est le seul chasseur du village. Alors en attendant que quelqu'un ait prévenir le village voisin qu'ils ont un grand besoin de nourriture pour survivre, bah le prince va devoir faire vivre sa femme et ses sujets.
Il va donc devoir réquisitionner tous les stocks de nourriture des villageois ainsi que leurs récoltes. Parce qu'il faut pas oublier qu'en brisant la malédiction, il y a une centaine de personnes qui sont revenues à la vie, et que ça fait déjà de base une masse bien plus importante que celle du village, et qu'il faut les nourrir. Du coup, oui, la Belle et la Bête vont peut-être vivre heureux, mais les villageois, eux, vont crever de faim au bout de 3 semaines. Et la Belle et la Bête et tous leurs sujets vont certainement suivre les villageois quelques temps après. Alors ok, c'est peut-être pas une happy end à la Disney, mais il suffit de réfléchir quelques secondes pour se rendre compte que c'est la seule issue possible. Vu que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun village voisin qui pourrait leur venir en aide, et que même s'il y en avait, ils le feraient dans la limite du possible, ils vont pas se sacrifier pour eux. Et voilà, c'en est terminé pour cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu. Et s'il vous a assez plu, je ferai peut-être une suite. En attendant, si vous avez une autre théorie sur le sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en le mettant dans les commentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le plus vite possible, et vous souhaite une bonne continuation sur YouTube. Claque et le poing sur la table, assourdissant. Les regards se défient, bleu électrique contre colère.